Bonjour, d'être présent et d'être venu échanger avec moi autour de ce projet, de ce livre plutôt, hein, qui a été publié il y a quelques années maintenant, puisqu'il est paru fin 2018. Mais il y a eu le Covid et donc la venue à la bibliothèque a été différée. Alors, j'ai préparé une petite présentation et puis surtout n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, puis on pourra discuter un peu. Donc, euh, je m'intéresse beaucoup à la question de la lecture et bien sûr aussi aux questions de la thérapeutique. Et donc, j'ai eu l'occasion de m'intéresser aux pratiques thérapeutiques de la lecture. Et en m'intéressant à ces pratiques thérapeutiques de la lecture, je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, au moins si on remonte à l'Égypte antique, donc quand même à la haute antiquité, euh, elles sont initiatrices des pratiques de lecture. Hein, c'est-à-dire qu'à une époque où peu de personnes savaient lire, les pratiques de lecture étaient thérapeutiques à tel point que l'historien grec Diodore de Sicile a traduit par psychès iatréon, c'est-à-dire par lieu de soin des maladies de l'âme, une inscription en hiéroglyphe qui était placée sur le linteau de la bibliothèque de Pharaon au Ramesséum de Thèbes. Donc on voit que la question thérapeutique et donc le côté thérapeutique de la lecture est dès l'origine associée au sacré et à un lieu très sacré qui est la bibliothèque. Alors peut-être que ça serait bien de se souvenir aujourd'hui effectivement que les bibliothèques ont à voir avec le sacré. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à l'époque où écrit Diodore de Sicile, c'est-à-dire au 1er siècle avant notre ère, eh bien, les philosophes grecs se sont emparés de cette expression psychès iatréon et que, notamment à l'époque stoïcienne, donc l'époque stoïcienne, on va dire entre l'an 0 et l'an 200 environ, utilisent cette expression pour désigner leur école de philosophie. Donc l'école n'est pas un lieu où l'on vient pour apprendre, pour acquérir du savoir, il est un lieu où l'on vient pour soigner son âme. Et c'est pour ça que l'on a dit que la philosophie antique, telle qu'elle est née à partir de Socrate, s'est voulu d'abord une méthode thérapeutique pour soigner les maladies de l'âme. Autrement dit, à cette époque-là, on peut dire que manière de dire et manière de vivre sont indissociables. C'est-à-dire qu'un philosophe, il se distingue pas seulement par le discours qu'il tient, mais aussi par son mode de vie. Et donc, il faut que, autrement dit, que son mode de vie prouve la véracité de son discours et que son discours étaye son mode de vie. Les deux vont ensemble. Alors, je vais passer de quelques siècles pour arriver au début de l'ère chrétienne. Et on voit donc que dans toute cette période qui précède le christianisme, donc qui va de moins 400 avant Jésus-Christ, Platon, Socrate, jusqu'au début, les premiers siècles de l'ère chrétienne, la lecture est étroitement liée à ce qu'on appelle les pratiques du souci de soi. Vous avez peut-être en tête les livres de Michel Foucault, notamment le tome 3 de son Histoire de la sexualité, et qui a rendu cette notion assez populaire dans les années 80-90, en suivant en cela l'un de ses maîtres qui était Pierre Hadot. Et donc, la lecture fait partie des pratiques du souci de soi. Les pratiques du souci de soi sont des pratiques qui visent à prendre soin de soi parce que, nous disent les philosophes, il faut savoir prendre soin de soi pour savoir prendre soin des autres et prendre soin de la cité. C'est pour ça qu'on peut dire que dans la question des pratiques du souci de soi, il y a à la fois une dimension individuelle, une dimension éthique, le souci des autres, et une dimension politique, le souci de la cité. Et tout ça relève de la thérapeutique. C'est-à-dire que dans les textes grecs où on évoque ces pratiques du souci de soi, et vous qui êtes venus à mon cours, vous le savez, eh bien, on emploie ce verbe grec thérapeien, d'où est dérivé notre mot thérapeutique.
Donc, cette pratique du souci de soi, dont la lecture, mais il y a aussi les exercices de méditation et d'autres pratiques spirituelles, est un des éléments, heu, font partie donc des méthodes qui permettent d'appliquer le conseil que Socrate donne à Alcibiade dans le dialogue, de Platon qui s'appelle l'Alcibiade et où Alcibiade, qui est un jeune homme, plein d'ambition puisqu'il est devenu général et homme politique influent, il lui dit: «Mais comment on fait pour avoir souci de soi, pour prendre soin de soi?» Et donc Socrate lui répond: «Eh bien, il faut avoir souci de son âme». Et donc, bien sûr, le mot pour dire âme, c'est le mot psychès, hein, et donc on retrouve ici la question du lieu de soin de l'âme, qu'est la bibliothèque. Et donc, on comprend pourquoi les pratiques de lecture font partie de ces pratiques thérapeutiques qui vont permettre et de prendre soin de soi, en prenant soin de son âme, et de prendre soin des autres, et de prendre soin de la cité. Alors, ça veut dire aussi, hein, que dans ces pratiques antiques, la lecture est inséparable des pratiques de méditation. C'est-à-dire que, heu, on lit, mais évidemment, lire doit donner à penser et on réfléchit à ce qu'on vient de lire, on réfléchit à ce que ça nous donne à penser. On réfléchit à la manière dont ça éclaire notre rapport à nous-mêmes, aux autres et à la cité. Saint Augustin, donc, qui est mort en 430, donc saint Augustin, on va dire en gros 800 ans après Socrate, va associer à ces pratiques de lecture des pratiques d'écriture. Hein, saint Augustin, il est célèbre pour finalement avoir inventé l'écriture de soi, son livre Les Confessions, dans lequel il raconte un peu son parcours, eh bien on peut dire son parcours méditatif, son parcours spirituel. Et donc, on voit que à cette époque-là, qui est donc le début de l'ère chrétienne, la lecture est toujours, avec l'écriture, au service d'une visée éthique. L'éthique étant entendue ici comme une pratique qui interroge le rapport de soi à soi et le rapport de soi aux autres. Alors, ce qui veut dire, hein, ça c'est important pour nous modernes, surtout quand on a appris à l'école des expressions comme grande littérature, comme s'il y avait une grande littérature et une petite littérature, eh bien, entendre que le plaisir esthétique, même le plus raffiné, est toujours subordonné à la visée éthique. C'est la visée éthique qui est première. Et on en retrouve le dernier exemple, puisque historiquement, il est considéré comme le dernier écrivain à s'inscrire dans cette pratique de l'écriture et de la lecture méditative, puisque là, on ne peut plus tellement séparer les deux, puisque écriture de soi passe par la lecture des autres, n'est-ce pas? Et méditation sur la lecture des autres. Eh bien, cet écrivain, c'est Montaigne. Et dans ses essais, il écrit: Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Et c'est avec cette idée en tête qu'il faut lire les essais de Montaigne. Alors, c'est pourquoi aussi la mort de Montaigne en 1592, donc à la fin du XVIe siècle, eh bien, est une date importante puisque c'est de cette date-là qu'on date la fin des pratiques méditatives de la lecture. Alors, qu'est-ce que c'est une pratique méditative de la lecture? Je le reformule. On lit un livre, non pas pour comprendre, comme on disait dans le Lagarde et Michard autrefois, ce que l'écrivain a voulu dire, hein, mais pour découvrir des choses sur soi et son rapport à soi et aux autres. Donc, on utilise arbitrairement la date de 1592 pour signer le déclin des pratiques méditatives de la lecture et l'émergence des pratiques modernes de la lecture plus ou moins savante, ou c'est quoi le renversement épistémologique, on pourrait dire? Eh bien, là, ce n'est plus le lecteur qui est l'objet de l'analyse, mais c'est le texte. Donc, vous voyez, on lisait
pour s'analyser soi-même, et maintenant, on va lire et analyser les textes qu'on lit pour voir ce qu'on apprend. Donc, c'est un rapport complètement différent à la lecture qui s'est produit à cette époque, et c'est évidemment avec les pratiques modernes de lecture et donc la disparition de la lecture méditative. Il y avait différentes déclinaisons, par exemple, ce qu'on appelait la Clara Lectio ou la Divina Lectio, la lecture divine, où vous ouvriez la Bible au hasard, vous pointiez du doigt un paragraphe, puis vous disiez, c'est l'oracle du jour, je vais méditer ce passage, et qu'est-ce que ça me permet de penser sur ma situation actuelle. Donc, ce grand changement à la fin donc, du XVIe siècle, c'est le texte lui-même qui devient l'objet de l'analyse, alors que depuis l'Antiquité, c'était le lecteur qui était l'objet de l'analyse par la lecture. Alors, c'est aussi important parce que qu'est-ce qu'on voit émerger au XVIe siècle et au XVIIe siècle? Eh bien, vous avez en tête un grand roman, Don Quichotte, de Cervantes. Et qu'est-ce que raconte Don Quichotte? L'histoire d'un personnage que la lecture a rendu fou. Donc, vous voyez que la lecture change de sens. Et donc, finalement, la lecture est très soupçonnée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'était pas dans l'Antiquité, puisque déjà dans la République, Platon reprochait à la lecture de pervertir la jeunesse. Et pourquoi il reprochait à la lecture de pervertir la jeunesse? Parce qu'il disait l'écriture, un roman, un livre, c'est une imitation de la réalité, comme la peinture. C'est-à-dire qu'on fait une représentation. Mais une représentation, c'est comme ça rate toujours la chose, c'est-à-dire ça s'en approche de manière plus ou moins réaliste, mais ça n'est jamais la chose elle-même. Il en va de même pour l'écriture, et donc puisque l'écriture imite la réalité, qu'elle en donne une représentation, elle en donne une vision fictive. Donc la question très moderne du fake, et qui va donc faire soupçonner la lecture. Donc, on voit réapparaître le soupçon porté sur la lecture de détourner la jeunesse de son devoir au profit de plaisirs frivoles. Et les plus âgés d'entre nous qui se sont régalés, par exemple, je suivais mon regard des aventures de Picsou, savent que, que la lecture, eh bien, peut être de pur plaisir, sans aucune ambition, ni thérapeutique, ni instructive, encore que, on pourrait en discuter. Donc, avec Don Quichotte, on voit apparaître un personnage type qui est le lecteur rendu fou par la lecture d'œuvres de fiction, et donc effectivement réapparaître cette idée que lire peut devenir suspect, sinon dangereux. L'idée n'a pas disparu. Pensez à Salman Rushdie, qui a encore été victime d'un attentat il y a très peu d'années, 2 ans je crois, c'est ça à peu près, approximativement. Donc pour un livre qui n'avait rien d'insultant, mais donc lire peut être considéré comme dangereux. Alors, et la menace que les œuvres d'imagination constituent pour les censeurs pèse d'abord, à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, sur la morale et la religion. C'est toujours l'ordre rétabli qui se trouve menacé, pensent les censeurs, par la lecture. Donc, en France, au XVIIe siècle, on a François Fénelon qui a écrit un livre sur l'éducation des jeunes filles et qui trouve qu'il faut distinguer entre les histoires utiles et agréables et les fictions frivoles des romans. Et il accuse donc la lecture de donner une curiosité déréglée aux jeunes filles. Et vous voyez, c'est un peu l'argument de Madame Bovary, qui a la tête tournée par les romans qu'elle a lus et qui effectivement va finir par se suicider après être allée de désillusion en désillusion au contact de la réalité. Mais rassurez-vous, les messieurs ne sont pas oubliés. Là, c'est un autre prédicateur, c'est Louis Bourdaloue, qui, dans un sermon célèbre, qui est le sermon sur les divertissements du monde, dit que certes, les romans peuvent détourner les femmes des soins, du ménage et de la religion, mais
qu'elles peuvent aussi effacer la conscience morale des hommes en subordonnant tous les intérêts humains, y compris la belle gloire, à l'amour, ou plutôt à la passion amoureuse. Donc, c'est tellement plus agréable de lire des histoires d'amour et de les vivre par procuration que de faire la guerre. Donc, j'avance un peu dans le temps et je vous rappelle qu'au milieu du 19e siècle, l'année 1857 exactement, en France, il y a 3 procès retentissants d'écrivains français que vous connaissez tous de nom. Eugène Sue pour les Mystères de Paris, Charles Baudelaire pour les Fleurs du Mal et Flaubert, ça c'est très ironique, pour Madame Bovary. Et ils sont donc conduits devant le tribunal pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Alors, si je donne ces exemples-là, c'est pour montrer aussi que c'est quand même paradoxal de parler de pratique thérapeutique de la lecture. Sauf si on pense qu'en grec, le mot pour dire le remède, qui est le mot pharmakon, et qui est donné donc pharmacie, pharmacologie, tout ce que vous voulez, il dit à la fois le remède et le poison. Et il s'agit peut-être bien de ça avec la lecture, du poison, celui que les politiques, surtout dans les régimes totalitaires, redoutent tant. Et je vous rappelle des autodafés en Allemagne en 1933. On a brûlé tous les livres jugés séditieux. On peut faire une pause ? Donc, je disais livres donc dangereux avec les autodafés en Allemagne. Et donc, c'est tout à fait contradictoire avec cette idée que la littérature pourrait être thérapeutique. Mais en fait, quel est le fond de la question ? Eh bien, le fond de la question, c'est que lire n'est pas sans conséquence sur notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Et c'est parce que lire n'est pas sans conséquence sur notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde que lire peut être thérapeutique, comme considéré comme extrêmement dangereux par des régimes totalitaires. J'ai trouvé une anecdote aussi très très intéressante sur la manière dont on peut se sentir menacé par la lecture. J'ai trouvé ça dans des vieilles publications américaines. Et donc, ça se passe à la louche, aux alentours des années 1950 aux États-Unis. Et il y a un homme politique qui a décidé de faire interdire la lecture d'un livre pour enfants qui racontait une histoire d'amour avec un mariage au clair de lune de 2 lapins. Il me semble que c'était des lapins, parce que dans les illustrations, il y avait un lapin blanc et un lapin noir. Et il a attaqué l'auteur au titre d'incitation à l'absence de discrimination raciale. C'est-à-dire qu'à cette époque où le racisme était tellement établi aux États-Unis, ce livre dont les illustrations étaient en noir et blanc, il l'avait trouvé dangereux et menaçant parce que ça montrait qu'un blanc et un noir pouvaient se marier ensemble, même si c'était les illustrations d'un livre pour enfants. Donc, vous voyez qu'on est toujours... alors, je dirais ça renvoie à autre chose, c'est-à-dire que la lecture, et même les illustrations qui l'accompagnent, est le support de toutes nos projections. C'est-à-dire que finalement, c'est un miroir qui nous est tendu à nous-mêmes et dans lequel on peut voir aussi se refléter nos peurs, nos angoisses. Et bien sûr, l'auteur disait, mais moi j'ai écrit qu'une histoire qui parlait d'amour et de tendresse. Je pense que c'est un discours que les enfants comprennent. Il me semble que les adultes, c'est plus compliqué. Pour les adultes, c'est plus compliqué. Et que bien sûr, comme les illustrations étaient en noir et blanc, les choix des couleurs, c'était des considérations esthétiques pour la distribution de la lumière dans les images. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas grand-chose pour affoler les personnes face à un livre. Et donc, parce que lire n'est pas sans conséquence sur notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde, eh bien, c'est à ce titre que la littérature participe d'un processus d'émancipation, et je vais citer là Florent Pagny,
de liberté de pensée, conquête de la liberté de pensée. Lire, donc, n'expose pas seulement à la folie, cette crainte de la contamination par l'exposition à des idées fantaisistes, ni à l'effacement de la morale religieuse par distraction de la pensée. Lire éveille la conscience au moins autant qu'elle ne l'endort ou l'efface. Alors bien sûr que lire peut endormir la conscience ou l'effacer, c'est le but visé explicitement par tous les ouvrages de propagande. Et on peut penser au Petit Livre rouge que certains ont appris par cœur il y a quelques années, et je pense que ce ne sont pas les exemples qui manquent. En ouvrant à d'autres possibles, lire émancipe la pensée de ses préjugés. C'est-à-dire que finalement, c'est aussi ça. C'est-à-dire nous avons des visions du monde toutes faites qui viennent de notre éducation, de notre histoire, de nos croyances. Et puis, une histoire va nous présenter une autre vision du monde. Donc, on va se dire, mais ça frotte, ça se heurte, ça rentre en relation. C'est ça qui nous permet de commencer à penser. Autrement dit, même s'il est autant d'approches des pratiques thérapeutiques de lecture qu'il existe de définitions de ce qu'on entend par les mots thérapeutique et lecture. Parce que, est-ce que la lecture peut être thérapeutique ? Et la lecture littéraire, tout dépend de ce qu'on entend par littérature et tout dépend de ce qu'on entend par thérapeutique. Parce que vous vous rendez bien compte que dans ce sens le plus large, quand vous lisez la notice de médicaments dans votre boîte de, je ne sais pas quoi, moi, de Doliprane, c'est une lecture thérapeutique, même si, comme l'a bien souligné Jérôme K. dans 3 hommes dans un bateau, pour tous les hypochondriaques en germe, c'est aussi la porte ouverte à toutes les souffrances, puisque aussitôt qu'on a lu les effets secondaires possibles, on s'en sent atteint. Donc, même s'il est autant d'approches des pratiques thérapeutiques de lecture qu'il existe de définitions de ce qu'on entend par les mots thérapeutique et lecture, la vertu thérapeutique de la lecture réside dans sa faculté non pas tant de suggérer, et cette faculté de suggestion, c'est à la fois donc ce que Platon a reproché à la lecture, mais c'est aussi ce dont tous les utilisateurs de discours de propagande usent et abusent, que de donner à penser par soi-même. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais c'est aussi parce que la lecture doit donner à penser par soi-même et ne pas seulement suggérer des choses que quelquefois, et même souvent, il faut un médiateur. Parce que sinon, on risque d'être sous l'emprise et sous la fascination de sa lecture, et donc de se laisser instrumentaliser par la lecture. Alors, j'avance, nous arrivons au XIXe siècle, et le XIXe siècle, c'est le début de la psychiatrie moderne. 1801, Philippe Pinel, le traité sur l'aliénation. Or, les premiers aliénistes considèrent que la lecture est un complément nécessaire du traitement physique de la folie. Et on va parler de traitement moral. Donc, le traitement moral, ça veut dire le traitement non physique. C'est-à-dire, on ne parle pas de traitement psychique. Donc, le traitement physique, vous connaissez, la contention, l'enfermement, les douches et d'autres stratégies plus ou moins violentes. Et le traitement moral, ça va être, par exemple, la lecture, mais aussi les promenades, la musique, pour les plus riches, les voyages, et différentes activités qui vont être considérées comme permettant de divertir au sens pascalien du terme, c'est-à-dire de faire penser à autre chose qu'aux idées obsédantes. Alors, il faut savoir qu'au début, c'est considéré comme un traitement de complément, un traitement palliatif en quelque sorte, c'est-à-dire que ça occupe les patients, donc ça les maintient tranquilles, ça les distrait, ça leur change les idées, donc ça les distrait et de leurs idées folles, et puis ça leur fait passer le temps. Et puis, finalement, Leray, qui est un peu plus jeune, puisqu'il est l'élève d'Esquirol, qui lui-même était plus ou moins l'élève de Pinel, va être médecin-chef à Bicêtre et va dire c'est essentiel. La lecture, c'est essentiel dans le traitement moral. Et il va avoir une conception à la fois très pragmatique,
n'oubliez pas qu'il y a des tas de pauvres gens qui se retrouvent à l'asile à cette époque. Je dis très pragmatique parce que la première chose qu'il va faire et qu'il va obtenir, c'est la création d'une école à Bicêtre. Et donc, on va apprendre à lire et à écrire. Et ça va faire partie du traitement de ces personnes qui se retrouvent à l'asile. Et ça va être considéré comme quelque chose qui les aide à aller mieux. Mais il va aussi faire des ateliers de lecture. Et je me souviens d'un paragraphe dans son livre où il décrit comment il fait par exemple, il fait lire du Molière, du théâtre de Molière, des scènes de Molière à des patients, et il cite une scène qu'il fait lire à la fois à un mélancolique et un délirant, halluciné. Et il dit bien sûr que ce n'est pas un atelier théâtre, c'est-à-dire il ne veut pas faire de ses patients des comédiens. On ne cherche pas une visée esthétique. Ce qu'on cherche, c'est d'agir sur les symptômes de la maladie. Et il va constater qu'au cours de ces ateliers lecture, le mélancolique, sa voix va devenir plus audible, plus distincte. Il va commencer à être un peu plus en relation avec l'autre. Et puis les hallucinations de l'halluciné vont se calmer. Il va prendre moins de place. Donc, finalement, la lecture, et la lecture à voix haute, en l'occurrence, va permettre une remédiation. C'est une médiation. Vous voyez, comme on a des thérapeutiques avec médiation, je ne sais pas, autour de la poterie, autour du photolangage, différentes techniques. Donc, ça va être un médiateur, un médium, et qui va permettre de travailler le lien à l'autre et qui va avoir des effets bénéfiques. Donc, le rêve va dire, c'est vraiment essentiel. Et donc, vous savez que vous ne savez pas, mais le traitement donc, moral trouve son origine en Europe, donc Cocorico en France, 1801, Philippe Pinel, mais aussi en Angleterre, en Allemagne, en Italie, avec beaucoup d'expériences similaires. Et donc, ce qui veut dire que les premiers aliénistes américains vont s'en inspirer, vont eux-mêmes introduire la lecture à l'hôpital et vont obtenir, tout ça va s'étaler sur, je sais pas, 70 ans, 80 ans, la création de bibliothèques dans tous les établissements hospitaliers. Je dis 70-80 ans parce que malheureusement, que se passe-t-il au XIXe siècle aux États-Unis? Une très forte immigration. Qui dit forte immigration dit beaucoup de populations en situation de précarité, beaucoup de populations avec des troubles psychiatriques, beaucoup d'internements. On n'a plus les moyens de s'offrir le luxe de ces bibliothèques magnifiques, où il n'y avait pas seulement des livres, mais aussi des œuvres d'art, des maps-mondes, des instruments de géographie, enfin, pour une ouverture plus large à la culture. Et donc, on va faire plutôt l'enfermement des personnes et on va laisser tomber le traitement moral qui est considéré comme trop cher, trop coûteux et en argent, en temps et en personne. Donc, ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, les médecins aliénistes n'utilisent plus la lecture comme le faisait François Leray, mais que, étant donné qu'il y a eu des bibliothèques qui ont été créées dans les hôpitaux, il y a eu des bibliothécaires qui ont été nommés, et la tendance à la délégation va faire que finalement, ces approches thérapeutiques de la lecture vont être liées aux bibliothèques hospitalières et donc vont être une affaire de bibliothèque. Donc vous voyez le premier glissement, on avait l'Antiquité, le lieu sacré, la bibliothèque, qui était liée en plus à la plus haute fonction, à celle de Pharaon, et puis le glissement vers les bibliothèques et vers les bibliothécaires. Alors, j'arrive au début du XXe siècle, et l'histoire veut que l'on attribue le néologisme américain bibliothérapie, qu'on traduit en français par bibliothérapie, un article paru dans une grande revue qui existe toujours, dont le nom a été légèrement modifié aujourd'hui, l'Atlantique, qui est un mensuel littéraire, et un article écrit par un journaliste en 1916 et qui a appelé son article « Une clinique littéraire ». Et ce journaliste raconte qu'il est allé se rendre visite à un de ses amis qui est médecin généraliste dans une ville où il n'habite pas lui-même, et qu'en arrivant, il a vu
dans la sacristie de l'église, au-dessus de la porte de la sacristie, et qu'au-dessus, il y avait un linteau, et sur lequel il était écrit « Institut bibliopathique ». Alors, je trouve ça très amusant, parce que je me dis, on avait la bibliothèque de Pharaon avec lieu de soins des maladies de l'âme, et ce médecin généraliste avait créé une bibliothèque dans la sacristie et l'avait appelée Institut bibliopathique. Et donc, ce médecin généraliste avait en effet estimé que la lecture était bonne pour toutes les personnes fatiguées de sa patientèle, et que la lecture aidait à retrouver, au revoir, que la lecture aidait à retrouver énergie et élan vital. Alors, pourquoi énergie et élan vital? Parce que en 1869, on a un chirurgien, me semble-t-il, Georges Béard, qui a inventé le mot que vous connaissez de nom, de neurasthénie, pour parler de ces maladies nerveuses qui se traduisaient par une grande fatigue. Donc, on voit bien que c'est le monde moderne, c'est l'époque, c'est la révolution industrielle, c'est la modernisation, et c'est l'apparition de ces pathologies nerveuses d'épuisement liées avec ces changements de société. Alors, quand vous lirez des ouvrages sur la bibliothérapie ou la pratique de lecture, souvent on fait de ce journaliste l'inventeur du mot bibliothérapie. Mais beaucoup d'autres personnes s'intéressaient aux pratiques de lecture et à leurs bénéfices, à tel point que, par exemple, John Ruskin, qui était un critique d'art britannique, avait déjà fait 2 grandes conférences en 1864 sur la lecture, donc avant même que Béard invente le concept de neurasthénie, que ces 2 critiques ont été traduites en français par un jeune écrivain qui lui-même a écrit un essai sur la lecture qui est paru en 1905, donc une dizaine d'années avant cette soi-disant découverte par le docteur Baxter. Et ce jeune écrivain, c'était Marcel Proust. Et Marcel Proust, dans cet essai sur la lecture, il disait aussi que quand on était épuisé par sa nervosité, la lecture nous permettait de retrouver de l'énergie, mais surtout, beaucoup plus intéressant, qu'elle était une bonne méthode pour, en nous stimulant de l'extérieur, nous réouvrir à la vie spirituelle, c'est-à-dire à l'activité de la pensée, et je pourrais dire à la relance de l'imaginaire. On a des stimuli intérieurs pour notre activité imaginaire, ce sont nos rêves, par exemple. Les rêves, ils sont produits de manière intérieure à nous-mêmes, et puis ils donnent un aperçu sur notre imagination. La lecture peut avoir cette action incitatrice en intervenant de l'extérieur. Alors, je vais revenir aux hôpitaux et aux États-Unis, à savoir que donc si le traitement moral est abandonné à la fin du XIXe siècle, donc comme je vous l'ai dit, on commence à parler de bibliothérapie, et ça se passe dans les bibliothèques et dans les bibliothèques hospitalières. Et à cette époque, que va-t-on appeler bibliothérapie? Un peu ce qu'on peut faire à la bibliothèque. Donc, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques où les hospitalisations peuvent être très longues, et à l'époque, on ne parle pas de faire sortir les gens, eh bien, par exemple, quelqu'un qui va passer ses journées à épousseter les livres à la bibliothèque fera une bibliothérapie. Ça sera... Donc, vous voyez que là, ce n'est plus la bibliothèque qui est l'objet de la bibliothérapie, mais c'est le livre lui-même et le livre comme objet. Et puis d'autres, ça peut être classer des livres, voilà, faire du rangement, aider à passer des commandes, enfin, selon le degré d'instruction et puis de handicap des personnes. Et à tel point qu'un monsieur un peu facétieux qui a écrit un article sur l'historique de toutes ces pratiques thérapeutiques disait à part l'haltérophilie avec les gros bouquins, je n'ai pas de preuve scientifique de l'efficacité de la bibliothérapie. Bref, renouant avec les origines sacrées, la bibliothèque hospitalière est quand même assimilée par les bibliothécaires hospitaliers à une pharmacie de l'âme. Et cette expression de pharmacie de l'âme, elle avait été employée initialement
par Robert Burton, qui avait écrit un livre qui s'appelle Anatomie de la mélancolie, hein, au XVIIe siècle, et qui considérait non pas que les livres étaient la pharmacie de l'âme, mais que le livre des livres, la Bible, hein, qui est le mot grec pour dire livre, était cette pharmacie de l'âme. Donc, dans les publications de l'époque, on compare les livres à des fioles de remède. Tout ça dure jusqu'aux années 50-60. Ça va continuer après, mais avec d'autres appellations de sociothérapie. Hein. Et que se passe-t-il dans les années 60 ? Eh bien, ce qu'on va appeler le tournant scientifique de ces approches. C'est-à-dire que les médecins qui se réintéressent aux pratiques de lecture disent bah, « c'est bien joli tout ça, mais il faudrait des études scientifiques validées ». Et pourquoi ils s'y réintéressent ? Bah, parce qu'il y a eu les 2 guerres mondiales et qu'on a tous les vétérans avec toutes les maladies chroniques qui en découlent et comment on va les prendre en charge, hein, les psychotraumatismes, les choses comme ça. Donc, à partir de cette époque-là, on va avoir une tentative de remédicaliser la bibliothérapie en essayant de faire les premières études scientifiques validées, c'est-à-dire scientifiques selon les critères actuels, hein, de conformité scientifique, et en essayant de voir quel rapport il peut y avoir entre ces pratiques thérapeutiques de lecture et la psychothérapie. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on a oublié l'origine, parce que, comme je vous l'ai dit avec Leray, soigner par les livres, c'est en fait le précurseur de la psychothérapie. Hein, c'est-à-dire toutes les pratiques de parole par la médiation de la lecture et notamment de la lecture à voix haute sont les premières pratiques de psychothérapie. On l'a oublié, et d'ailleurs c'est parce que, le mot psychothérapie, il apparaît en 1891 en France. Hein, donc c'est le livre de Bernheim, Psychothérapie, suggestion, hypnose. Bernheim, c'est celui qui a triomphé de Charcot. Vous savez, quand Charcot obtenait des paralysies hystériques en hypnotisant les hystériques à la Salpêtrière, Bernheim est rentré dans une controverse avec Charcot en disant « l'hypnose, c'est pas nécessaire, la suggestion suffit ». Et effectivement, il a montré que la suggestion pouvait suffire. Et du coup, l'idée est née qu'on pouvait soigner les gens en leur suggérant des paroles bénéfiques. Première psychothérapie. Voyez. Et donc, pour la petite histoire, hein, Freud, jeune homme de la trentaine, a fait un stage à la fois chez Charcot à la Salpêtrière et à la fois chez Bernheim à Nancy. Il s'est formé aux 2 pratiques. Donc, à partir de ce moment-là, où on va parler de bibliothérapie dans le champ médical, eh bien, on va distinguer 2 grandes catégories de bibliothérapie. Je vais peut-être accélérer un peu, non, parce que j'ai l'impression que j'arriverai jamais à la fin. Donc, on va dire très rapidement qu'il y a des bibliothérapies qu'on va considérer comme faisant appel à la raison de la personne. Donc, vous voyez, on retrouve ça dans les thérapies cognitives et comportementales. L'idée que c'est la transmission de l'information qui peut avoir un impact thérapeutique, d'où les manuels de self-help, hein, comment soigner votre angoisse en 10 leçons, par exemple. Et puis, des pratiques qui vont agir sur les affects et qui vont plutôt prendre appui sur l'imagination. Donc, pour parodier Jane Austen et Raison et Sentiment, il y a d'un côté les pratiques qui font appel à la raison et de l'autre celles qui font appel au sentiment. Dans l'un, on s'intéresse à la transmission de l'information, dans l'autre, on cherche à mobiliser les affects et les émotions. Alors, en France, le mot apparaît dans les années 1990. Je pense qu'on peut le dater de la publication en 1994 du livre de Marc-Alain Waknin, Bibliothérapie, hein, qui est, que vous connaissez peut-être, philosophe et rabbin, et qui est très imprégné des pratiques américaines et qui, évidemment, lui, s'intéresse à la thérapeutique dans un sens très particulier, et c'est là où on va retrouver le cours que je vous ai fait, c'est-à-dire non pas l'approche technique curative, mais si je reprends la définition de Georges Canguilhem, que Georges Canguilhem donne de la thérapeutique, à savoir
techniques d'instauration ou de restauration du normal non entièrement et simplement réductible à la seule connaissance, eh bien, il dit que la thérapeutique dont il s'agit dans la bibliothérapie, c'est la prise en charge de tout ce qui échappe à la technique, donc dans ce qui est non entièrement et simplement réductible à la seule connaissance. Le registre du thérapeutique, et ce registre du thérapeutique, bah, vous voyez que si la médecine, c'est accaparer la thérapeutique au sens de technique d'instauration ou de restauration du normal, ce qui échappe dans la thérapeutique, c'est bien sûr ce que prennent en charge les psychanalystes, hein, ou les psychologues, mais c'est aussi tout ce que prend en charge les domaines du religieux et du philosophique. Et c'est là que ça renoue avec l'Antiquité. Alors, on n'aura jamais de discussion si je ne vais pas plus vite. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que depuis donc maintenant 30-35 ans en France, et puis 60 ans ou 70 ans aux États-Unis, hein, on a 2 conceptions différentes des approches thérapeutiques de la lecture. Donc celle qui pourrait prendre en charge le traitement des maladies, et ce sont dans le domaine strictement médical, c'est ce qu'on appelle les approches de premier degré, qui sont souvent basées sur des livres, hein, des livres qui permettent du coup de prendre en charge des grandes populations, et ce qui fait qu'on ne va réserver le recours aux médecins que pour des personnes pour qui ça ne suffit pas. Ou pour, par exemple, pour les enfants en pédiatrie, c'est couplé avec des techniques d'hypnose au moment d'une prise de sang ou d'un geste chirurgical pour détourner l'attention, hein, pour la focaliser sur autre chose. Et puis, il y a et après, il y a tout ce qui est le domaine du développement personnel. Hein, et donc, là, il suffit d'aller voir à la Fnac les rayons pour voir que c'est en pleine expansion, c'est-à-dire finalement quelque chose qui, de loin, puisqu'on en a perdu certains aspects essentiels, renoue avec ces pratiques de questionnement de soi, mais avec l'idée que cela devrait procurer un mieux-être, ce qui est très, très éloigné, hein, quand vous parlez de pratiques méditatives de la lecture et de questionnement sur soi-même en s'interrogeant à partir d'un livre, on est très, très, très éloigné de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Parce que je suis obligée de sauter un peu. Eh bien, on peut dire que cette double vocation, qui est à la fois médicale et existentielle, de ce qu'on appelle bibliothérapie pour faire vite, et la diversité, pour ne pas dire la myriade des méthodes qu'elle regroupe, hein, eh bien, on peut penser que tout est question de contexte, comme je vous disais. Tout dépend de ce qu'on appelle thérapeutique, tout dépend de ce qu'on appelle littérature. Donc, elles présentent toutes un intérêt dans un contexte limité, mais plus généralement, on peut se demander si, dans ces guerres de frontières, hein, ce n'est pas la question du rapport à la vérité qui est en question. Et donc, historiquement, c'est la guerre de frontières entre ce qu'en grec on appelle le logos et le mythos, donc en français, entre la raison et la fiction, entre ce qui se veut de l'ordre d'une rationalité scientifique au sens moderne du terme, et de ce qui est de l'ordre d'un discours de vérité. Je dis rationalité scientifique discours au sens moderne du terme parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, la philosophie était considérée comme un discours de vérité, donc comme une approche scientifique. Simplement, effectivement, elle ne peut pas répondre aux critères actuels de conformité scientifique. Alors, quel est l'intérêt de la littérature? Là, on peut redonner la parole à Proust, par exemple, je crois que c'est dans Le Temps retrouvé, hein, qui est très proche des pratiques antiques de lecture. Il dit, mais un livre, ça doit être considéré comme un instrument d'optique. Ça doit être adapté à la vue du lecteur. Donc, l'écrivain ne doit pas s'offusquer que le lecteur ni n'ait pas tout compris,
ni ait compris autre chose que ce que l'écrivain voulait dire. Et il dit au contraire, hein, il dit il faut le rôle de la littérature, c'est de relancer notre vie imaginaire, c'est de nous introduire à la réflexion, c'est de nous donner à penser. Donc, finalement, on doit prendre le livre qui nous convient. Si nous tombe des mains, c'est pas grave. Regardez, il y en a plein. On en prend un autre. Et puis, on essaie de trouver celui qui convient à notre vue, c'est-à-dire celui qui nous aide à voir clair à l'intérieur de nous au moment où on regarde. Alors, je dirais pour conclure que la lecture, elle a une fonction incitatrice, initiatrice, hein, c'est-à-dire elle permet d'introduire à la vie de l'esprit par la relance de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver des remèdes dans les livres comme s'ils étaient enfermés à l'intérieur. Les remèdes, on va les trouver à l'intérieur de nous grâce à cette relance de notre activité imaginaire et de notre activité de pensée que la lecture va permettre. La lecture opère par ce mouvement de relance de l'imaginaire et de relance de la mémoire affectée, c'est-à-dire par les émotions qu'on va éprouver, par tout ce que ça va ressentir, tout ce qu'on va pouvoir ressentir. Et alors, pourquoi j'insistais sur l'importance du médiateur? Pensez par exemple aux élèves dans les écoles, pensez à des livres qu'on peut lire, c'est-à-dire que euh, la lecture, elle peut être traumatique aussi. Hein, elle peut être traumatique parce qu'elle peut entrer en résonance avec des choses qui ne sont pas évidentes pour nous. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on rejette un livre, hein, quand on dit il est mauvais. Bah oui, il est mauvais. Pourquoi? Parce que peut-être il parle de quelque chose qu'on n'est pas prêt à entendre. Alors si on est en mesure de reposer le livre et d'en prendre un autre, c'est pas grave. Mais si vous êtes un élève à l'école et qu'on vous impose la lecture d'un texte qui vient bouleverser quelque chose en vous, il vaut mieux que les choses puissent être parlées. Hein. Et ça, c'est ça qui est très important. Et ça veut dire aussi que je reviens à cette côté du pharmacone, c'est-à-dire poison et remède, c'est-à-dire que vous avez peut-être tous le souvenir de lectures qui vous ont choqué pour des raisons X ou Y, ou de lectures qui vous ont rebuté. Je pense que vous avez aussi tous le souvenir de livres qui vous sont tombés des mains, et puis 10, 15, 20 ans après, vous les reprenez, puis vous dites: «C'est génial, comment j'ai pu passer à côté de ça?» Vous n'étiez pas la même personne, vous n'étiez pas prêt, vous n'aviez pas la maturité, hein. Et donc quelquefois, c'est bien d'être accompagné dans sa lecture, donc de pouvoir en parler avec quelqu'un qui va permettre de trouver la bonne distance par rapport au livre. Hein, est-ce qu'il est pour moi à ce moment de ma vie? Pourquoi est-ce qu'il m'effracte tant? Hein, mais ce n'est pas le contenu du livre en lui-même, vous voyez? C'est-à-dire que, par exemple, hein, pour le dernier exemple historique, Les souffrances du jeune Werther de Goethe et l'épidémie de suicide de jeunes gens, mais c'est pas le livre en lui-même, hein, c'est la manière dont sa lecture va être accompagnée ou pas, qui va avoir un effet délétère ou pas. Puis je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est bien tard. Merci.